Alors, imaginez un instant l'avenir économique de tout un continent qui se jouerait, en partie, dans les allées d'un salon du tourisme à Madrid. Ça peut paraître un peu surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément là que commence notre analyse aujourd'hui. Voilà. Ce chiffre, plus 30%, il faut vraiment s'arrêter dessus. Parce que ce n'est pas juste une statistique qu'on oublie dans la minute. Non, c'est le signal d'un vrai changement de fond, une sorte d'onde de choc qui pourrait bien littéralement redessiner la carte économique mondiale. Alors, ce plus 30%, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'augmentation de l'espace d'exposition réservé aux nations africaines, au FITUR, qui est un des plus gros salons du tourisme au monde. On parle de près d'un tiers d'espace en plus. C'est énorme, et ça va bien au-delà des simples mètres carrés, on est d'accord. C'est un message, une véritable déclaration d'intention envoyée au monde entier. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les poids lourds habituels qui prennent plus de place. Non, on voit arriver de nouveaux visages comme Zanzibar ou l'Angola qui débarquent sur la scène internationale. Et puis, il y a des retours remarqués, comme celui de l'Algérie. En fait, c'est comme une vague de confiance qui déferle, une volonté collective qui dit on est là et on compte bien prendre notre place. Donc on a cet optimisme, cette effervescence, c'est vraiment palpable. Mais, il y a un mais. Derrière cette belle vitrine, il y a un défi monumental. Une réalité beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est un rapport de la Banque mondiale qui nous la révèle. C'est là que notre analyse bascule et prend une toute autre dimension. Ce rapport, Africa's Pulse, il met vraiment le doigt là où ça fait mal. Le problème numéro 1, le besoin criant de millions et de millions d'emplois. Et attention, on ne parle pas de n'importe quoi. Pas des petits boulots précaires, non. On parle de vrais emplois. Des emplois de qualité, stables, productifs. Bref, des emplois sur lesquels on peut bâtir un avenir. Et pour bien comprendre l'ampleur du défi, ce graphique il est très parlant. Ce qu'on voit, c'est que la pauvreté en Afrique subsaharienne, elle n'est pas répartie de manière uniforme, loin de là. En fait, la moitié des personnes les plus pauvres vivent dans seulement 5 pays. 5. C'est une concentration absolument énorme et ça montre à quel point il est urgent d'agir, mais d'agir de façon très ciblée. Ok, le tableau est un peu sombre, c'est vrai, mais au milieu de ça, il y a cette lueur d'espoir. Ce chiffre, 400 milliards de shillings kenyans, c'est juste colossal. Et ça représente quoi? Les revenus du tourisme au Kenya, en une seule année. C'est la preuve éclatante qu'il y a un potentiel économique immense qui ne demande qu'à être révélé dans certains secteurs. Tout l'enjeu, il est là. Comment on fait le lien? Comment on transforme ce boom du tourisme en création massive d'emplois, ceux dont le continent a désespérément besoin? Parce que le succès du Kenya, ce n'est pas juste une anecdote. Non, ça doit être vu comme un modèle, une source d'inspiration pour tout le continent. Alors justement, plongeons un peu plus dans le détail. Quels sont ces fameux secteurs qui pourraient devenir les vrais moteurs de cette transformation? Et là, il y a un truc fascinant. C'est que tourisme, ça ne veut pas tout dire. Tous les types de tourisme ne se valent pas en termes d'emploi. Prenons 2 exemples, la Tanzanie et le Ghana. En Tanzanie, on est beaucoup sur du loisir, safari, plage. C'est super, mais c'est très saisonnier, donc les emplois sont plus précaires. Au Ghana, par contre, un tiers du tourisme vient des voyages d'affaires. Et ça génère des emplois stables, en ville, toute l'année. La leçon, elle est limpide. La diversification, c'est la clé pour être plus solide, plus résilient. Donc il y a le tourisme bien sûr, mais si on regarde au-delà des plages et des safaris, la Banque mondiale pointe du doigt un autre géant qui sommeille, l'agro-industrie. Mais attention, quand on dit agro-industrie, il ne faut pas juste penser aux champs et à la récolte. Non, la vraie mine d'or, c'est la transformation sur place. C'est toute la chaîne, de la ferme aux produits transformés, à l'emballage, à la logistique, jusqu'à l'assiette. Et pour illustrer ça, regardez ce chiffre. Plus de 18 000 emplois. C'est juste stupéfiant. Et ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire, qui a simplement décidé de transformer un tiers de sa récolte de noix de cajou localement au lieu de tout exporter brut. Un tiers seulement. On imagine à peine le potentiel si ce modèle était répliqué à grande échelle sur tout le continent. C'est vertigineux. Bon, créer des emplois, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La croissance pour la croissance, ça ne mène pas loin. Pour que ce soit durable, il faut un vrai plan, une vision d'avenir. Et cette vision, elle doit absolument intégrer la technologie, le développement durable et la qualité. On est vraiment en train d'assister à un changement de modèle. D'un côté, on a l'ancien modèle de tourisme, très fragile, très dépendant de la nature, de la météo, de la conjoncture mondiale, un peu à la merci des événements. Et de l'autre, on a le nouveau modèle vers lequel il faut tendre. Un tourisme qui utilise la technologie pour être plus efficace, plus durable, plus diversifié, en gros un modèle beaucoup plus intelligent et résilient.
Et on en revient à des événements comme Feature. Ce sont de véritables vitrines de cette transformation. On y parle d'intelligence artificielle, d'analyse de données, de marketing digital. Tout ça, ce ne sont plus des mots à la mode ou des gadgets pour geeks. Non, ce sont des outils devenus indispensables pour être compétitifs au niveau mondial, pour mieux comprendre les clients et leur offrir des expériences vraiment uniques. Alors, pour accompagner tout ça, la Banque mondiale propose une feuille de route. C'est assez clair, ça repose sur 3 grands piliers. En fait, c'est un peu un retour aux bases, aux fondamentaux. D'abord, investir dans l'humain et les infrastructures, la santé, l'éducation, les routes. Ensuite, créer un environnement stable et compétitif pour les entreprises. Et enfin, construire des institutions, un État, qui soient capables et efficaces pour soutenir tout ça. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie sur le papier. Prenons l'exemple du Kenya pour voir comment ça peut se traduire concrètement. Ça va de la lutte contre la corruption avec la digitalisation des impôts, à la mise en œuvre de la ZELCAF, cette fameuse zone de libre-échange continentale qui est un projet énorme. Chaque mesure est pensée pour une chose, faciliter la vie des entreprises, libérer leur énergie et bien sûr attirer les investisseurs. Ok, on a vu pas mal de pièces du puzzle, le tourisme, l'agro-industrie, la tech, les politiques publiques. La grande question maintenant, c'est comment on assemble tout ça pour enfin libérer cet immense potentiel. Et pour se projeter dans l'avenir, il y a ce chiffre, 230 millions. C'est le nombre estimé d'emplois en Afrique qui demanderont des compétences numériques d'ici 2030. C'est demain. C'est ça le fameux dividende démographique dont on entend si souvent parler. C'est cette jeunesse immense et connectée qui est une force incroyable. Mais évidemment, pour que ce potentiel se transforme en réalité, ça demande un investissement massif dans l'éducation et la formation. Donc au final, on voit bien que cette histoire de salon du tourisme à Madrid, c'est beaucoup plus qu'une simple anecdote sur les vacances. C'est une sorte de miroir, un microcosme de toute la trajectoire économique du continent. On y retrouve tout, l'optimisme, les défis colossaux et des opportunités juste extraordinaires. C'est comme une fenêtre ouverte sur un futur qui est en train de s'écrire sous nos yeux. La voie à suivre, la recette du succès si on veut, elle se trouve dans cette combinaison. Il faut les 3 ingrédients. Des secteurs économiques porteurs, comme le tourisme et l'agro-industrie, une bonne dose d'innovation et de technologie, et par-dessus tout, des politiques publiques intelligentes et stables. Ces 3 éléments sont totalement liés. Si on en néglige un, c'est tout l'édifice qui risque de devenir bancal. Voilà, le plan d'action est sur la table. Le potentiel, lui, est indéniable, il est là, il est immense. Donc la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'Afrique peut transformer ce défi en une opportunité incroyable, mais plutôt comment elle va le faire. Le chemin sera long, bien sûr, mais une chose est certaine, l'histoire est déjà en marche.